Bienvenue dans cette présentation du parcours d'un élément de la biosphère, à savoir le phosphore. You're a joke now. Life to your joke now. Just what you have to say is more important than Le phosphore est le cinquième élément le plus abondant en biologie. C'est un minéral essentiel que l'organisme humain ne peut synthétiser. Il joue un rôle clé dans la minéralisation des os et des dents, étant le second élément le plus essentiel et le plus présent dans le corps après le calcium. Sous forme de phosphate, il s'associe également à d'autres atomes, comme précédemment dit le calcium. Il se présente aussi sous différentes formes, appelées allotropes. Il possède plusieurs caractéristiques principales. D'abord, sa nature chimique. Le phosphore est un non-métal. Il se présente d'abord sous la forme d'un minéral. Il est réactif, surtout sous sa forme blanche qui s'enflamme facilement en présence d'oxygène. Au niveau de son abondance naturelle, on ne le trouve pas à l'état pur dans la nature car il est hautement réactif. Il est généralement présent sous forme de phosphate, principalement dans les roches sédimentaires. Ensuite, son rôle biologique. Le phosphore est un élément fondamental pour les organismes vivants. Il constitue des molécules vitales, c'est-à-dire un composant des acides nucléiques, ADN et ARN, indispensables à la transmission et à l'expression de l'information génétique. Ensuite, il produit de l'énergie. Il entre dans la composition de l'ATP, adénosine triphosphate, la molécule qui stocke et transporte l'énergie dans les cellules. Il a plusieurs applications pratiques, à savoir l'agriculture. Les phosphates sont utilisés dans les engrais pour favoriser la croissance des plantes, car le phosphore est essentiel à leur développement. Ensuite, dans l'industrie, le phosphore sert dans la fabrication d'allumettes, de feux d'artifice, de produits chimiques industriels et même de certains détergents. Son nom provient du grec phosphoros, signifiant porteur de lumière, en référence à sa découverte en 1669 par le chimiste allemand Henning Brandt. Ce dernier, en chauffant sa propre urine, condensa les vapeurs pour obtenir une poudre blanche de phosphore qui s'enflamma au contact de l'air. Voyons une vidéo qui montre la recréation de l'expérience de Brandt en chauffant du phosphore rouge qui, sous l'effet de la chaleur, se transforme en phosphore blanc. Ensuite, la chimiste l'introduit dans un ballon rempli de dioxygène pur. Le phosphore blanc réagit avec le O2 et produit une lumière. Ce phénomène s'appelle la chimioluminescence. Avec le cuivre, le zinc et le soufre, le phosphore fait partie des 15 premiers éléments chimiques découverts. Un siècle après Brandt, en 1669, le chimiste suédois Johann Gottlieb réussit à isoler du phosphore en utilisant de l'acide sulfurique sur des eaux calcinées. De nos jours, le phosphore est extrait de roches phosphatées selon une méthode inchangée depuis 1867. Chauffé à des températures élevées, entre 1400 et 1500 degrés, en présence de sable et de coke, ces roches produisent du phosphore blanc. Ce dernier est utilisé comme combustible pour fabriquer de l'acide phosphorique, un acide minéral obtenu par combustion lente, ainsi qu'additif alimentaire E338 pour réguler le pH dans les sodas et autres boissons gazeuses industrielles, mais également dans la composition pure des allumettes. Il est courant de confondre les termes phosphore et phosphate. Pourtant, seul le phosphate est présent dans l'organisme, car le phosphore élémentaire est toxique. Ainsi, sur Terre comme dans les êtres vivants, le phosphore se trouve principalement sous forme de phosphate, entouré d'atomes d'oxygène. Il existe aussi sous plusieurs formes, aux couleurs variées, allant du blanc au rouge. Sa teinte dépend de la température et des méthodes de préparation utilisées. Le phosphore blanc, représenté sur cette vidéo, est une molécule constituée de 4 atomes de phosphore. Sa structure est tétraédrique et est très inflammable et toxique. Ensuite, le phosphore rouge est composé d'un enchaînement d'atomes de phosphore et n'est pas inflammable ni toxique. Dans notre alimentation, le phosphore provient de 2 sources principales, organiques et inorganiques. Il est particulièrement abondant dans le lait, dans les viandes et dans le poisson.
On le retrouve également dans certains légumes, fruits secs comme les noix et les céréales. Comparé au phosphore inorganique, le phosphore organique est mieux assimilé par l'organisme, jouant un rôle essentiel dans divers métabolismes corporels. Le phosphore se trouve dans la nature principalement sous deux formes. D'abord, les roches phosphatées. Elles constituent la principale source naturelle de phosphore. Ces roches sédimentaires riches en phosphate sont exploitées pour produire du phosphore élémentaire et des engrais phosphatés. Ainsi que dans les organismes vivants, le phosphore est un élément essentiel des tissus biologiques. On le trouve dans les os et les dents sous forme d'hydroxyapatite, ainsi que dans les cellules où il est présent dans l'ADN, l'ARN et les molécules énergétiques comme l'ATP, telles que mentionnées précédemment. Qu'en est-il de la technosphère ? Le phosphore joue un rôle crucial dans la technosphère. Cette enveloppe, construite par l'humain où les systèmes technologiques et naturels interagissent de manière complexe. Il est donc à la fois une ressource indispensable à l'agriculture moderne et un ingrédient clé dans diverses industries. Son exploitation et son utilisation posent également de nombreux défis environnementaux et socio-économiques. Ainsi, il est important de parler de la présence du phosphore au sein de la technosphère. Abordons donc le cycle du phosphore qui se voit modifié par l'activité humaine. Naturellement, le phosphore circule entre les roches, les sols, les plantes, les animaux et l'eau sous forme de phosphate. Cependant, les activités humaines ont intensément perturbé ce cycle. La majorité du phosphore utilisé dans la technosphère provient de roches phosphatées, principalement exploitées dans des pays comme le Maroc, la Chine et les États-Unis. Donc on a un premier aspect qui est l'extraction minière. Ensuite, un transfert massif. Le phosphore extrait est transporté à l'échelle mondiale sous forme d'engrais, d'aliments pour animaux et d'autres produits, amplifiant son déplacement au-delà des cycles naturels. L'autre aspect est son usage au sein de cette technosphère. Tout d'abord, nous avons l'agriculture. Les engrais phosphatés. Donc le phosphore est essentiel à la production alimentaire mondiale. Il est utilisé sous forme de superphosphate ou d'ammonium phosphate pour améliorer la fertilité des sols et augmenter les rendements agricoles. Les phosphates sont intégrés dans les compléments alimentaires pour optimiser la croissance des animaux d'élevage. Cependant, les engrais phosphatés sont souvent mal utilisés, entraînant des pertes significatives par ruissellement, ce qui contribue à la pollution de l'eau. Qu'en est-il de l'industrie chimique ? Le phosphore blanc est utilisé pour fabriquer des acides phosphoriques qui servent ensuite dans les détergents, les additifs alimentaires comme le E338 et les boissons gazeuses. Historiquement, le phosphore rouge est aussi utilisé pour fabriquer des allumettes et des composants pyrotechniques. Ensuite, un grand nombre de technologies émergentes. Des recherches explorent l'utilisation du phosphore dans des batteries lithium-fer-phosphate qui pourraient devenir un élément clé pour les énergies renouvelables et la transition énergétique. Le phosphore est également utilisé dans certains matériaux semi-conducteurs et technologies luminescentes. Néanmoins, quels sont les problèmes liés à l'usage du phosphore ? Tout d'abord, le déclin des réserves mondiales. Les réserves exploitables de roches phosphatées sont limitées et se concentrent géographiquement, ce qui pose des enjeux de souveraineté alimentaire et de dépendance internationale. On estime que ces réserves pourraient s'épuiser dans 50 à 100 ans si les tendances actuelles se maintiennent. Ensuite, nous avons une eutropisation. Le rejet de phosphate dans les eaux douces et marines cause des phénomènes d'eutropisation où la prolifération d'algues appauvrit l'oxygène disponible, menaçant les écosystèmes aquatiques et la biodiversité. Un exemple frappant est la transformation du lac Erie en zone morte à cause de la surcharge en nutriments. Ensuite, la gestion des déchets humains. Le phosphore présent dans les excréments humains constitue une ressource largement gaspillée. Alors que ce phosphore pourrait être recyclé, il est souvent rejeté dans les eaux usées, contribuant à la pollution, au lieu d'être réintégré dans le cycle agricole. Laissons ensuite place à ce schéma d'alternance entre les processus et les transferts du phosphore. Le phosphore dans la nature se trouve sous forme de phosphate de calcium, dans des gisements minéraux. Ces gisements sont rares et se forment principalement dans des environnements anciens de sédimentation marine. Étape 1.
l'extraction minière. Des excavatrices ou des explosifs sont utilisés pour extraire la roche brute. Les blocs de roche sont réduits en morceaux plus petits à l'aide de concasseurs industriels. Ensuite, la préparation et le tri. Les roches phosphatées extraites contiennent des impuretés, silicates, argile. Elles sont lavées, séchées et parfois broyées pour obtenir une granulométrie adaptée au transport et à la transformation chimique. Ces phosphates bruts sont achetés par des entreprises chimiques pour produire des engrais et d'autres produits. Les mines de phosphate sont souvent situées dans des régions économiquement stratégiques, comme le Maroc, la Floride ou encore la Chine. Cela nous amène au transfert 1, à savoir le transport vers les industries chimiques. Les roches sont ainsi d'abord nettoyées, puis broyées, pour ensuite être transportées par train, camion ou bateau vers des usines spécialisées. Des ports sont dédiés et des réseaux ferroviaires connectent les mines aux centres industriels. Pour le transport, il existe aussi des pipelines qui permettent de ne plus user du transport par voie ferrée. Notons par exemple, tel que le montre cette vidéo, le Slurry Pipeline au Maroc. Cela nous amène au processus 2, la transformation industrielle en acide phosphorique. L'industrie chimique transforme les phosphates bruts en acide phosphorique, une substance clé utilisée pour produire des engrais, mais aussi dans l'alimentation et certaines technologies. D'abord, une réaction chimique s'opère. Les roches phosphatées broyées sont mélangées à de l'acide sulfurique. Cela génère une réaction exothermique qui libère de l'acide phosphorique et produit du sulfate de calcium comme sous-produit. Ensuite, l'acide phosphorique liquide est filtré pour séparer le sulfate du calcium qui est stocké comme déchet. L'acide est ensuite purifié pour éliminer les métaux lourds et autres contaminants. L'acide phosphorique est ensuite dilué ou concentré selon son usage final, dont une partie est transformée en sel de phosphate pour des usages spécialisés. On assiste donc à un lien économique et sociétal. La production industrielle d'acide phosphorique est cruciale pour l'agriculture moderne. Les engrais phosphatés augmentent le rendement des cultures, soutenant la sécurité alimentaire mondiale. Le transfert 2 est ainsi la livraison aux exploitations agricoles. On assiste à tout un mécanisme logistique. L'acide phosphorique est transporté dans des camions-citernes ou conditionné sous forme de granulés d'engrais, superphosphate. Il est ensuite livré aux exploitations agricoles. Ainsi, cela nous emmène à l'absorption biologique par les plantes et les animaux. Le phosphore atteint le sol via les engrais. Il devient alors un nutriment essentiel pour la croissance des plantes. L'étape 1 est alors l'absorption des ions phosphates par les racines. Le phosphore dissous dans l'eau du sol est capté par les racines des plantes. Il est ensuite transporté dans les cellules où il participe à la synthèse des molécules organiques. Il est ensuite intégré dans des composés tels que les acides nucléiques, ADN-ARN, nécessaires à la croissance et à la reproduction cellulaire, mais également dans l'ATP, adénosine triphosphate, qui agit comme source d'énergie pour les processus cellulaires. Ensuite, il joue un rôle dans les membranes cellulaires sous forme de phospholipides. Il y a donc un lien biologique et sociétal majeur. Les plantes cultivées, enrichies en phosphore, nourrissent les humains et les animaux. Le phosphore se retrouve ensuite dans le métabolisme humain, dans les os, phosphate de calcium, et dans les mécanismes énergétiques cellulaires. Cela nous amène au transfert 3, les déchets organiques et le recyclage. Les organismes vivants excrètent le phosphore via les déchets, urine, excréments. Ces déchets retournent alors au sol ou sont collectés pour être recyclés dans des stations d'épuration. Cela nous emmène au processus 4, le retour au cycle naturel ou récupération industrielle.
Le phosphore issu des déchets peut soit boucler le cycle naturel, c'est-à-dire dans les sols, il est réintégré dans le cycle des plantes grâce aux bactéries décomposeuses, ou une partie atteint les cours d'eau alimentant les écosystèmes aquatiques. Il peut également y avoir un recyclage industriel. Les eaux usées riches en phosphate sont traitées pour en extraire les nutriments. Ces phosphates sont ensuite reconditionnés en engrais ou en produits chimiques. Il peut également y avoir un recyclage industriel. Il y a donc un lien économique et environnemental majeur. La récupération du phosphore devient une priorité pour réduire les pertes et prévenir l'eutrophisation. Sa réutilisation dans une économie circulaire est vitale pour une gestion durable de cet élément au sein de la biosphère. Il y a donc un lien économique et environnemental majeur. La récupération du phosphore devient une priorité pour réduire les pertes et prévenir l'eutrophisation. Sa réutilisation dans une économie circulaire est vitale pour une gestion durable de cet élément au sein de la biosphère. Cela nous emmène au transfert 4. L'objectif de ce transfert 4, à travers l'étude de ce schéma, est de montrer comment tout est un cycle et à quel point ce schéma de processus et de transfert représente quelque chose de systémique. À travers ce schéma-là, nous voyons les organismes vivants, à travers leur décomposition ou leur excrétion, deviennent des matières organiques qui, par minéralisation, se transforment en orthophosphates, qui ensuite redeviennent des organismes vivants sous une forme cyclique et systémique. Tout comme notre schéma de transfert et de processus. Ainsi, il est intéressant de se poser la question des suites du parcours de cet atome à travers, par exemple, le rejet numéro 1 de l'élément de l'économie humaine vers des processus de la biosphère jusqu'à un point de chute stable. Ce schéma illustre le cheminement du phosphore depuis son utilisation dans l'économie humaine jusqu'à son intégration dans les cycles naturels. Ainsi, nous avons donc son utilisation en tant qu'engrais phosphaté qui, par ruissellement, subit un transfert des phosphates excédentaires vers les cours d'eau. Il y a donc ensuite un transport, donc un mouvement des phosphates vers les lacs, estuaires ou zones côtières, emmenant à une eutropisation et un effet sur les écosystèmes aquatiques. Une autre manière de poser la question des suites possibles du parcours de cet atome est de recréer une boucle de processus et de transfert qui va retenir par design l'élément comme un composant de l'activité économique. Ainsi, nous allons zoomer au sein du processus 4 pour recréer cette boucle. Ce schéma illustre donc le recyclage des eaux usées phosphatées pour leur réintégration dans une économie circulaire. Nous avons donc le premier processus qui est la collecte des eaux usées riches en phosphore qui sont acheminées vers des stations de traitement. Premier transfert. Le processus 2 est le traitement des eaux usées. Les eaux usées subissent des processus technologiques pour séparer et isoler le phosphore. Ensuite, le processus 3 est la récupération. Le phosphore est transformé en forme réutilisable, la survite ou du phosphate soluble. Et enfin, le processus 4 est le recyclage en engrais ainsi que la réintégration de ces produits dans une économie humaine, notamment dans l'agriculture ou l'industrie. Ce cycle maintient donc le phosphore dans une boucle économique sans le rejeter dans la biosphère, favorisant la durabilité et la gestion responsable des ressources. La dernière manière de poser la question des suites possibles de cet atome est une séquence avec la sortie de l'élément dans la nature avant son retour non contrôlé comme un perturbant au sein de la société. Par conséquent, le processus 4 entraîne, ou du moins peut entraîner, un deuxième rejet. L'utilisation agricole massive entraîne des excès de phosphate qui sont ensuite acheminés par les pluies dans des rivières ou encore des lacs. Cela conduit à la création massive d'une algue, réduisant considérablement la quantité en oxygène et fragilisant l'écosystème aquatique. Cela a un impact important sur notre société puisque l'activité économique se voit réduite. On assiste à un déclin des activités économiques dépendantes des écosystèmes aquatiques.
Ce scénario montre comment une gestion non circulaire du phosphore conduit à sa dissipation incontrôlée dans la nature comme une sorte de perturbant, provoquant des effets donc perturbateurs, finissant par réintégrer la société sous forme de crise environnementale, sanitaire et économique. Suite à toutes ces analyses, il est intéressant de se demander si une domestication du phosphore est réellement possible. Les technologies pour récupérer et recycler le phosphore existent. Cependant, le coût élevé, la dispersion des flux et les pertes inévitables dans la nature rendent l'économie circulaire partielle et difficile à généraliser. On atteint donc une limite, à savoir une récupération totale est impossible à cause des pertes naturelles, tout ce qui est lessivage ou encore sédimentation. Elle est ainsi désirable pour assurer la fertilité des sols à long terme au niveau de l'agriculture et éviter les pénuries, mais également au niveau de l'environnement. Elle réduit les rejets dans la biosphère, limitant alors l'eutrophisation. Au niveau de l'économie, elle diminue la dépendance aux importations de phosphate et elle protège la production mondiale face à la raréfaction des ressources. Suite à toutes ces analyses, il est intéressant de se demander si une domestication du phosphore est réellement possible. Les technologies pour récupérer et recycler le phosphore existent. Cependant, le coût élevé, la dispersion des flux et les pertes inévitables dans la nature rendent l'économie circulaire partielle et difficile à généraliser. On atteint donc une limite, à savoir une récupération totale est impossible à cause des pertes naturelles, tout ce qui est lessivage ou encore sédimentation. Elle est ainsi désirable pour assurer la fertilité des sols à long terme au niveau de l'agriculture et éviter les pénuries, mais également au niveau de l'environnement. Elle réduit les rejets dans la biosphère, limitant alors l'eutrophisation. Au niveau de l'économie, elle diminue la dépendance aux importations de phosphate et elle protège la production mondiale face à la raréfaction des ressources. Suite à toutes ces analyses, il est intéressant de se demander si elle est néanmoins non désirable pour les industries extractives, puisque ceux-ci notent une perte de marché pour les exportateurs de phosphate, mais également les petits exploitants, qui ont un coût initial élevé pour accéder à des infrastructures circulaires. Par conséquent, une économie circulaire du phosphore est techniquement possible et globalement souhaitable, mais elle nécessite un effort collectif et des politiques adaptées. La transition nécessite des avancées technologiques, des politiques coordonnées et des défis sont nombreux mais ne sont pas forcément insurmontables. Cette domestication du phosphore est essentielle pour prévenir une crise environnementale et alimentaire mondiale, mais elle doit être accompagnée de mesures pour atténuer les impacts négatifs sur les acteurs les plus vulnérables.